Bon, il y a 2 ans, je me suis remise à la lecture parce que j'en avais marre de scroller sur mon téléphone et de perdre mon temps. Oui, au bout d'un moment, il faut dire les termes. 9 heures par jour, c'est un peu perdre son temps quand même. Et du coup, de ce fait, en 2025, j'ai lu pas moins de 100 livres. BD, manga, romans, essais philo, tout y est passé. Mais alors, Juliette, quid de 2026 ? Que vas-tu lire en 2026 ? Eh bien, bienvenue à vous, puisqu'aujourd'hui, on va parler de tout ça dans ma présentation de ma palle 2026. C'est parti, installez-vous bien, sirotez quelque chose, ne sirotez rien, mettez-vous surtout à votre aise. Tu ne commences pas à me chauffer par le callback. Les filles, je suis tombée. I'm okay. Merci beaucoup aux personnes qui m'évitent de ne pas gagner mon salaire sur cette vidéo en rognure d'ongles. Vous êtes des amours, je vous aime. Bonjour à tous et à toutes. Oui, j'ai décidé de prendre une petite voix insupportable pour vous dire bonjour désormais, j'adore ça. J'espère que vous vous portez très bien en ce début de nouvelle année. J'espère que vous suivez le cours de vos émotions, de vos envies, de votre instinct, parce que c'est important de reconnecter avec tout ce qui se passe en nous, à l'extérieur de nous. Oui, je veux vraiment un message de paix pour 2026. Malgré tout ce qui se passe dans ce monde qu'on ne peut pas ignorer. Vous allez le voir dans mes lectures, on va vraiment pas l'ignorer d'ailleurs. Comme vous l'avez vu, cette vidéo aujourd'hui est sponsorisée par vous. Il y a beaucoup de livres qui sont pas très YouTube friendly, mais que moi j'ai vraiment envie de vous présenter, tout simplement parce qu'en fait j'ai envie de les lire et que j'ai envie de m'instruire, ou juste d'être touchée par des choses qui ont besoin d'être lues, qui ont besoin d'être écoutées dans leur récit. J'espère comme toujours que vous ferez votre petite pioche parmi les recommandations que je vais vous donner. Bien évidemment, il s'agit vraiment d'une sélection aux petits oignons de ce que moi j'apprécie. Je me suis réellement interrogée cette année sur ce que j'avais envie de lire. Pour les personnes qui me connaissent, j'ai dans ma bibliothèque 2 étages qui sont en fait tous les livres que je n'ai pas encore lus et qu'il faut que je lise. J'ai fait un tri j'allais dire cet été, plutôt en fin d'été, début de rentrée là, scolaire, donc en septembre, sur la Juliette. Ça fait quand même 2 ans que ces livres, tu les as toujours pas lus, peut-être qu'il est temps de les mettre de côté. Et donc, parmi les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en a beaucoup qui étaient dans ces étagères, parce que l'objectif c'est toujours de lire ce qu'on a acheté, au lieu de consommer et de ne rien en faire. En fait, je me suis dit, j'ai acheté un jour ces livres avec une intention de les lire, parce que ils criaient, ils pulsaient au fond de moi. Let's go en fait. Suivons cet instinct au lieu de le laisser dépérir, prendre la poussière dans nos étagères. Ça rime. C'est une vérité absolue. Donc, il y a ici pas moins de 34 livres. Alors là, vous allez vous dire, Juliette, what the fuck is going on ? La vidéo va durer 30 ans. Oui, déjà de 1, c'est le but. On se pose là, on prend le temps, tous ensemble, de discutailler, voilà. Et puis c'est surtout que si vous avez, vous, des pioches à faire dans ce que je vais vous présenter, que vous ayez un petit peu de matière, un petit peu de contexte, ça vous intéressera peut-être un peu plus. Puisqu'il y a quand même pas mal de livres dans ma palle qui m'ont été recommandés par vous. Et oui, je suis youtubeuse, je lis commentaires m'intéressent, commentaires sont mis dans mes notes de livres à prendre. Donc voilà, pour les personnes qui se reconnaîtront, oui, reconnaissez-vous, c'est vous qui avez façonné cette palle. On va avoir plusieurs thèmes, je les ai rangés par catégorie. Vous en avez une déjà ici qui apparaît un petit peu... Voilà, en gros, très simplement, on va avoir des essais socio-économiques, on va avoir du roman, pur et dur, un peu en mode slice of life, un peu en mode thriller, un peu en mode dystopie, on va avoir un ouvrage seul historique, on va avoir une belle sélection féministe, voilà. On va avoir, et je commencerai par ça tout de suite, donc je vais mettre un petit peu de suspense, une autrice phare pour l'année 2026, puisqu'elle a été ma découverte. Énorme coup de cœur en 2025. Nous allons avoir pas mal de philo, ici, là. Et on va finir, pour le moment, hein, attention, cette spile sera susceptible d'évoluer tout au long de l'année, vous en êtes bien consciente. Des petits mangas. Et oui. Pas de BD pour le moment, je vous avoue, dans ma palle. Il y en aura tout au long de l'année. C'est juste que j'en attends déjà 2 que je n'ai pas encore reçus. Et tout simplement parce que je n'en ai pas eu pour l'instant en coup de cœur à vouloir lire ou acheter. Donc, nous allons commencer cette présentation de palle avec une autrice que j'ai très très hâte de continuer de découvrir pour cette année 2026. Si vous me connaissez, vous savez de qui je parle avant même que je vous montre sa tête. Et oui, il s'agit bien de Amélie Nothomb. Fun fact, je disais Amélie Nothomb jusqu'à très longtemps. En fait, j'ai un truc, j'adore prononcer les lettres qui sont censées être muettes. Par exemple, pour moi, on dit damné. Pour moi, on dit Metz. Voilà. Fun fact, on adore.
Amélie Nothomb, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est cette autrice belge extrêmement connue qui a une personnalité très excentrique, exubérante, mais toujours sans prendre un espace qui ne lui appartient pas. C'est une femme qui a énormément de justesse, de finesse, d'esprit, qui se retrouve autant dans son oralité que dans sa plume. Juliette, ce qui m'est arrivé de plus grand dans ma vie, c'est d'être ta petite sœur. Si je n'avais pas été ta petite sœur, je ne sais pas ce que je serais devenue et à mon avis, je ne serais pas devenue grand-chose. Merci Juliette d'être ma grande sœur. Merci Amélie. Oh là là. Oh là, Jonathan, il... Moi, vous me bouleversez. Pardon, moi aussi. Vous me bouleversez, ouais. Oh bah non. Vous êtes incroyablement touchante. Quand j'ai recommencé à lire il y a 2 ans, je me suis mise un peu un challenge de vouloir absolument découvrir un peu des classiques de la littérature, que ce soit la littérature française ou autre, donc là par exemple franco-belge. Et Amélie Nothomb, c'était vraiment cette femme qui a toujours été autrice de best-sellers puisqu'elle écrit un livre par an depuis, je crois, à peu près 30 ans. Genre ma grand-mère est fan, elle va à toutes les dédicaces d'Amélie Nothomb, elle boit le champagne avec. C'est faux mais elle aimerait, et moi aussi d'ailleurs. Et en fait je ne m'attendais pas du tout à ce que j'ai découvert quand j'ai commencé à la lire, et j'ai tout simplement adoré. Elle écrit des petits livres, je dis petits livres parce qu'on est vraiment toujours à moins de 200 pages, et sur une écriture quand même assez aérée, avec des grosses marges, etc. C'est des romans bonbons en fait, je les appelle comme ça, parce que j'aime bien les enchaîner, pas les enchaîner, mais plutôt les mettre entre des lectures un peu plus conséquentes, un petit peu prenantes en termes d'énergie, parce que je sais tout simplement que je vais les dévorer en 1 heure à peine, que je vais rire, que je vais avoir beaucoup d'émotions. C'est vraiment extraordinaire. Pour l'instant, je n'ai été déçue d'aucun livre que j'ai lu d'elle, et j'en ai lu, je crois, 4. Le dernier étant celui qu'elle a écrit après le décès de sa maman, tout simplement pour raconter son histoire. C'était un livre extrêmement touchant, extrêmement beau, qui rappelle l'importance de l'amour au-dessus de tout, de cette réelle bienveillance. Je trouve des qualités dont il faut plus qu'user à nouveau en 2026. On nous entraîne toujours à réagir en permanence sur des émotions très fortes. Et attention, bien sûr, il y a des sujets qui méritent réaction, qui sont normaux en fait à susciter des réactions. Il est très important, bien sûr, de ressentir ces émotions parce que ça s'appelle de l'humanité. Mais là, je parle plus, vous voyez, de l'influence des réseaux, de toujours nous proposer des contenus extrêmement polarisés, qui pour nous garder sur la plateforme, en fait, nous font ressentir beaucoup de choses, parce que comme ça, on continue de scroller en permanence. Je trouve ça très beau aussi quand un petit peu d'apaisement, de bienveillance et d'amour est proposé. Pas en mode de développement perso, mais vraiment des récits de vie qui amènent en fait à ressentir tout ça. Et je trouve qu'en ce sens, Amélie Nothomb est assez forte, même si ce n'est pas du tout l'objet de tous ses romans. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que je trouve qu'elle oscille parfaitement entre une finesse de plume, d'esprit, entre une imagination toujours débordante et complètement dans tous les sens, et beaucoup d'amour, d'humour, d'autodérision. Et donc, c'est très drôle parce que cette sélection, c'est littéralement... Enfin, très drôle. Cette sélection d'Amélie Nothomb, c'est littéralement vous qui me l'avez fait faire dans les commentaires. Et oui, je suis youtubeuse, je lis commentaires m'intéressent, j'achète. Nous avons donc 4 livres d'Amélie Nothomb, je pense qu'il y en aura plus cette année, mais nous allons commencer par là. Nous avons d'un côté Antéchrista, qui je pense a été l'un des romans que vous m'avez le plus conseillé d'elle, où on a l'histoire en fait de Christa et de Blanche. Christa, c'est vraiment cette fille hyper populaire au collège ou au lycée, je crois, qui se trouve un jour cette petite amie blanche, toute chétive, toute naïve dans son coin, et qui va la choisir elle, en faire son amie. Vous vous rendez compte que à ces moments où on est assez influençable au lycée, etc., il y a vraiment cette idée de oh la populaire, oh la pas populaire, oh mais qu'est-ce qu'elle a vu en moi que je n'ai pas vu, que les autres n'ont pas vu, c'est merveilleux. Et on est sur une histoire peut-être d'amitié, je dis peut-être parce que j'ai un peu une horreur de lire les résumés, je vous dis ça, je vais vous lire tous les résumés, ça va être génial. Mais en gros, on va tout simplement être sur une amitié qui oscille entre amitié et toxicité. On va plus aller du côté toxique, vous en doutez, ça Amélie Nothomb. De cette Christa, en fait, qui, au-delà de ses airs populaires, a juste besoin de quelqu'un à manipuler, d'une victime pour affirmer sa popularité, sa valeur en tant que personne. Bref, ça m'a été énormément reconseillé par vous comme ayant été un livre un peu coup de poing sur comment on forme son identité, comment on évite de s'oublier par rapport à des amitiés qu'on aura avec d'autres personnes, des personnes même qu'on admire, qu'on trouve merveilleuses, parfois même plus merveilleuses que nous, comment garder en fait son intégrité, son amour propre. J'ai très hâte de le dévorer. Nous avons ensuite un autre livre qui m'a été énormément conseillé par vous. C'est Premier sang. Vraiment, là, les deux se battaient en duel dans les recommandations. À savoir un livre qu'elle a écrit pour son papa. Amélie Nothomb, c'est quelqu'un qui est très proche de sa famille. Et donc, le livre qu'elle a écrit pour sa maman cette année était sublime. Apparemment, celui-ci est de même.
c'est pareil, enfin vous voyez ce que je veux dire. Il y a juste écrit derrière, il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. Amélie Nothomb est au meilleur d'elle-même, cruelle, tendre, drôle. J'y hâte, moi, de me faire mon avis. Si c'est aussi beau, cynique, satirique, et voilà, plein d'amour que le livre sur sa maman, je vais me régaler, et si ça ne l'est pas, je suis très curieuse. Nous avons ensuite Acide sulfurique qui m'a été pas mal recommandé, où on dit « vint le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus, il leur en fallut le spectacle ». Une petite fable cynique, jonglant à souhait avec le beau et le laid, le bien et le mal. Je n'ai pas d'autre chose en fait à vous dire, mais comment vous dire justement que ce résumé m'intrigue déjà énormément. Je trouve que justement cette dichotomie qu'elle empêche Amélie Nothomb de décrire le beau, le mauvais, enfin le beau, le moche, le bien, le mauvais, justement elle y arrive super bien. Et ce non-manichéisme qu'elle aborde en ayant des personnages qui sont toujours très nuancés, très contrastés, qui ne sont pas soit ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans sa plume, donc j'ai très très hâte de voir de quoi il va s'agir avec Acide sulfurique. Et enfin, un conseil que j'ai pris parce que je trouvais qu'il avait été hyper bien apporté à mener en commentaire, il s'agit de L'impossible retour d'Amélie Nothomb qui date de 2024 et... Attendez, il y a un truc un peu rigolo. C'est qu'Amélie Nothomb, en général, ses livres, ils sont vraiment en format poche de la maison d'édition Le Livre de Poche. Elle a commencé avec eux, elle a dit « je finirai avec eux ». Mais il y a quelques ouvrages qui sont en format broché, comme celui-ci. Et à l'intérieur, il y a écrit « Il a été tiré de cet ouvrage 35 exemplaires sur verger blanc chiffon filigrané de Hollande, dont 25 exemplaires numérotés de 1 à 25 et 10 exemplaires hors commerce numérotés de 1 à 10, en mode chiffre romain ». Je ne sais pas du tout, du coup, si celui-ci en fait partie, comment le savoir, dites-le moi en commentaire. Mais en gros, donc hors cette spécificité, ça se trouve j'ai 1000 € dans la main sans le savoir. Superbe cadeau de Noël, je vais pas vous mentir. Il s'agit tout simplement d'un livre donc biographique sur le retour qu'elle avait tenté de faire au Japon, puisqu'Amélie Nothomb elle a grandi au Japon, son papa était ambassadeur de ses 0 à 7-8 ans, il me semble. Genre vraiment, c'était une de ses premières langues maternelles, hein. Ça a été même un affront, une déchirure immense d'apprendre qu'elle n'était pas japonaise. Et on sait que quand elle est revenue au Japon, elle y a travaillé, elle y a trouvé un mari, mais qu'elle a fini par fuir tout ça parce que ça lui correspondait pas, ce n'était pas qui elle était en fait profondément. Et il m'a été très très bien vendu cet ouvrage puisque justement ça traite de cette ambivalence, de se retrouver dans un pays où on estime avoir toutes ses racines, un peu tous ses repères, ce qui est complètement son cas en plus puisqu'on parle quand même de ses premières années de vie, à savoir des années de vie qui nous forgent, où on a des souvenirs très, très précieux et impérissables, mais à la fois d'arriver dans une culture qui ne l'intègre pas forcément comme elle l'aimerait. Donc j'ai très très hâte de découvrir cet ouvrage, et j'adore moi quand Amélie Nothomb elle fait de l'autobiographique. Honnêtement, je pense que ce sont les ouvrages qui me touchent le plus, même si, une fois de plus, mon préféré reste Hygiène de l'assassin et n'est pas du tout autobiographique, du moins je l'espère. Donc voilà pour cette première pile. Honnêtement, j'avais un peu envie de prendre le temps sur Amélie Nothomb parce que ça a été une telle découverte, un tel coup de cœur que si je peux amener des personnes à les lire, eh bien j'en suis très très contente. Puis en plus, ils m'ont été recommandés par vous, donc voilà. Merci beaucoup aux personnes qui m'ont entraîné vers ces lectures. J'ai très très hâte de vous en faire un retour. Ensuite, pour la deuxième partie de la sélection, nous arrivons sur ma sélection socio-économique. Donc là, il s'agit de livres que j'avais achetés l'année dernière et que je n'ai pas lus, et qui, lorsque j'ai fait mon tri de début d'année, je me suis dit... j'ai vraiment envie de les découvrir. On en a deux que j'avais pioché dans les recommandations de Margorito, une youtubeuse copine que j'adore, mais où clairement on a d'un côté Nicolas Framont, Parasite, dont je vous avais déjà parlé, et de l'autre côté de Denis Colombi, Où va l'argent des pauvres. Je pense que celui-ci est assez parlant, et celui-ci parle tout simplement de comment les classes bourgeoises sont des parasites qui se nourrissent de notre travail, de nos impôts, de notre vie politique, de nos besoins et de nos rêves. Deux livres qui me semblent extrêmement importants à découvrir, puisque là en ce moment c'est la montée de la bêtise dans toute sa splendeur, enfin c'était à l'arrêter un jour. Voilà. Les élections présidentielles au final ne sont plus très loin, et donc là on va adorer nous sortir un jargon incompréhensible se basant sur la peur, sur l'inquiétude, en trouvant des boucs émissaires, et on sait toujours lesquels ils sont, pour omettre les vrais problèmes, pour omettre les personnes qui polluent le système, et plutôt pas qui le polluent, mais qui lui en sucent la moelle, et qui passent toujours à travers les mailles du filet.
Et là, notamment, en fait, des ultra riches en parlent. Pour finir, bien sûr, ces lectures, je l'avais montré dans un de mes derniers vlogs, puisque je l'avais acheté, mais je ne l'ai pas encore lu. Il s'agit, bien évidemment, du texte de Gabriel Zucman, « Les milliardaires ne paient pas d'impôts sur le revenu et nous allons y mettre fin », où il va informer, en fait, de tout ce travail de fond qu'il a fait pendant des années, et de ce qu'il proposait pour... voilà, mettre fin tout simplement aux injustices, hein, aux inégalités d'argent, de moyens et de surtout comment il est fonctionné. Encore une fois, dans une ère où on nous dit que les gens qui nous coûtent le plus cher sont les gens au RSA. Ce sont les chômeurs. Alors que de l'autre côté, nous avons des ultra riches qui ne payent aucun impôt en France ou très très peu, protégés par un système depuis toujours qui leur sert mais qui nous dessert. Une fois de plus, en fait, ce que j'aime beaucoup avec ces ouvrages-là, c'est qu'il s'agit vraiment de travaux de fond et pas juste de discours de 10 minutes ou 2 minutes, hein, tout à casser sur des plateaux, tant les gens sont interrompus en permanence et tant c'est plus une question de joute verbale que de vraies discussions et de vrais débats. Je suis contente en fait de prendre le temps de lire, d'intégrer les informations beaucoup plus tranquillement et moins dans un affront voilà, que je ne supporte plus trop sur les réseaux, les plateaux télé, etc. Et j'ai super hâte de vous en faire un retour. J'espère qu'ils vont être assez accessibles en termes d'informations, parce que même si, bon, je me situe quand même plus dans l'appréciation de ces livres avec les études que j'ai pu faire, j'ai fait des études d'économie, enfin ES, économie sociale, j'ai fait des études de droit après, parce que quand j'avais lu le livre là sur les ingénieurs, mon Dieu, je n'avais rien compris. Enfin, très peu de choses, hein, on va pas se mentir. Là, ça m'intéresse vachement plus parce que je pense en fait tout simplement que je suis plus apte à comprendre. Et en fait, j'ai très hâte de vous en faire un résumé, puisque en 2025, je vous avais dit que j'avais une envie de faire une fois par mois une analyse de livre, ou à la rigueur, vous voyez, une analyse de thème. Dites-moi si vous êtes chaud, mais je pense que ça pourrait être hyper intéressant de faire une vidéo spécialement sur ces 3 bouquins, puisque ça traite quand même globalement du même sujet. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous me balancez un énorme « Oui pour la vidéo explicative de où va notre argent !» Voilà. Ensuite, nous allons avoir une partie manga. Et oui! Alors les mangas, pareil, c'est un peu des lectures bonbons, c'est un peu des lectures que j'agrémente au fil de l'année. Comme je suis moi et que moi je suis je, c'est insupportable. Si vous connaissez mes vidéos, vous connaissez mon appétence pour les boys love, les yaoi, etc. Au fil des années, je me suis vraiment aiguillée sur la question. Je sais en général, au bout de 1 ou 2 pages, ça va être un bon yaoi, un bon BL, ou l'inverse. On a juste celui-ci qui est pas vraiment catégorisé voilà, comme BL ou quoi ou qu'est-ce, et qui m'a vraiment happé. Déjà les dessins, trop beaux. Il s'agit d'une anthologie d'histoires courtes qui explore différentes facettes de l'amour à travers la famille, la romance et l'amitié. J'aime beaucoup ces slice of life hyper séquencés. Et vraiment, une fois de plus, les dessins sont juste trop beaux. C'est plaisant à lire, c'est rapide. Même si on s'en fiche que les choses soient rapides ou non, parfois, vous voyez, quand j'hésite entre le soir, scroller sur mon téléphone et me dire « Mais non, mais là, j'ai un petit livre qui va se lire comme un petit bonbon. » J'adore ça, j'adore cette expression. Et ben, je suis très contente de l'avoir sous la main. Ensuite, on a Our Love Language, tome 1. C'est très rare que j'achète des sagas, parce qu'en fait je suis une grosse frustrée, je déteste attendre, donc soit j'achète la saga quand elle est finie, soit je n'achète pas. Genre là littéralement j'ai 2 sagas en cours, à savoir Lullaby of the Dawn. D'ailleurs la sortie du tome 6 ne fait qu'être repoussée depuis 5 mois, je suis en apnée. Et on a aussi un comptable à la cour, où là par contre ça va, les sorties sont bien, mais où vraiment je vous jure je suis frustrée. Et là vous allez me dire mais Juliette c'est le meilleur, t'attends, t'es là et quand il sort ton tome t'es trop heureuse. Je sais pas gérer ma frustration. Vous parlez à une femme qui n'a pas de patience. Donc voilà. Mais là, ça avait l'air sympa. Je me suis dit, bon, une fois par an, pourquoi pas me lancer dans une saga. Ça a l'air joli. Le tome est assez quand même costaud. Et on a en gros une histoire entre un étudiant, donc on est sur des personnages à la faculté, qui rêve d'être acteur, mais qui cumule un peu les échecs. Oui, je me gratouille la narine. Hein. La femme, je sais pas, j'ai une irritation, les gars, c'est affreux. Donc il cumule les échecs et commence à perdre confiance en lui. Et Kito, un étudiant sourd, oraliste et signant, qui vient d'entrer à l'université. Très vite, un lien profond se met en place entre eux. Comment vont-ils se hisser l'un l'autre en haut? Comment vont-ils prendre le temps de se comprendre? Tout était dans le résumé, l'intrigue. J'ai très hâte de découvrir. Les dessins m'avaient l'air très sympas. Et ensuite, voilà, on a 3 petites histoires. Non, attendez, faut que je vous lise quand même les titres. Forget About That Confession, Yuhi et Kiei. Oh, mais c'est insupportable de pas savoir prononcer les noms en japonais quand même à cet âge, Juliette. Se connaissent depuis l'université, le premier plaît depuis longtemps au deuxième. Alors quand le monde du travail les mène à se côtoyer plus souvent qu'auparavant, ces sentiments ne tardent pas à ressortir. J'adore les histoires comme ça, c'est bon bah. Ensuite, nous avons Aucune chance de tomber amoureux.
Écoutez, ça c'est la fan de Twilight After qui sommeille en moi, qui par certains moments gratte la paroi de mon cœur et ne demande qu'à sortir. Tania, qui travaille au service comptabilité de son entreprise, ne supporte pas les irrégularités et préfère vivre une vie tranquille et monotone. C'est sans compter sur un certain Irobé. Irob ? Je sais pas. Responsable des ventes, qui le contrarie par ses nombreuses erreurs administratives. Le hasard faisant bien les choses. Bref, vous voyez, histoire d'amour entre deux personnes qui se matchent pas à la base. Voilà, j'ai super hâte. Et enfin, celui-là, il est genre tout mignon. Non mais il y a des cookies sur la couverture. Moi, ça me donne un mood good vibes, vous voyez. Alors, je vous avoue que ça fait très longtemps que je ne lis plus des plots de BL Yaoi où il y a des alpha oméga parce que what the actual fuck. Mais celui-là, il a l'air vraiment mignon. Il y a des cookies sur la main. On a un employé de bureau alpha qui s'entend pas avec grand monde à cause de son tempérament distant et méprisant et qui va rencontrer un oméga en détresse. Non mais alors là dit comme ça a l'air pas fou. Mais voilà ma sélection pour l'instant pour l'année. Ensuite, sur un sujet un peu plus costaud, la mastodonte, nous allons avoir de la philosophaille. Eh oui, non mais on a dit de la diversité, on est là. En tout et pour tout, il y a quand même 6 ouvrages. Nous avons pour mon plus grand plaisir le premier, La Société de la Fatigue, de Byung-Chul Han, que je vous avais présenté, il me semble aussi pareil, dans mon dernier vlog, puisque je l'avais acheté en même temps que La Taxe Zuckman, là, le petit livre explicatif. Il s'agit en fait d'un philosophe sud-coréen qui est parti assez tôt en Allemagne, donc du coup qui écrit en fait en allemand, et qui voilà s'interroge en fait sur le passage d'une société disciplinaire où les contraintes sur l'individu se multiplient à une société de la performance où la contrainte sur l'individu ne vient plus de l'ordre social mais de l'individu lui-même, où il y a un excès de travail, de performance qui est en fait l'indice d'une exploitation du soi par lui-même, une auto-exploitation. Vous voyez un petit peu le mood ? Moi je suis très dans ce mood là en ce moment. Comment on s'auto-exploite ? Comment on se pousse nous-mêmes à des retranchements que personne ne nous a demandé d'atteindre ? À rebours de l'accélération, de la précipitation, de l'hyperactivité, de la dispersion qui semble caractériser notre époque, le philosophe nous montre comment de la fatigue peuvent naître la sérénité, l'attention et la guérison. Voilà, moi c'est ça que je veux lire. Je veux pas lire juste quelqu'un qui me dit déjà ce que je sais, à savoir le monde va mal, mais qui apporte des pistes alternatives de réflexion, de vie. Très hâte de découvrir ce bouquin qui en plus est très court. Très chouette. Nous avons, boum, après Descartes. Je suis pas là pour rigoler cette année. Je me suis dit en fait que j'avais bien envie d'alterner entre des écrivains, des auteurs, des philosophes, voilà, qui sont accessibles, et des classiques, parce que, en fait, quand je lis des ouvrages de philo, il y a souvent des citages, voilà, des citations, plutôt, on va dire, d'autres ouvrages entremêlés, et méditation métaphysique de Descartes revient très souvent. L'expérience d'une pensée rigoureuse ne peut se faire par procuration. Il faut se ménager du temps, du loisir et de l'attention pour enfin penser par soi-même, sans maître, sans approximation, sans préjugés, sans précipitation. Ainsi, l'expérience de pensée que nous présente Descartes dans les méditations métaphysiques n'est-elle pas simplement un témoignage exemplaire ? J'adore, non j'adore. Je n'ai jamais lu Descartes, ça va être une grande découverte. Je vous avoue, je suis un petit peu caca-culotte, mais cette année, j'ai un peu plus envie de découvrir des auteurs et des autrices classiques de philosophie. N'hésitez pas surtout à me faire vos retours, à me conseiller vos pistes, à me donner aussi, quand je parle d'auteurs classiques, c'est pas forcément que des vieux auteurs, hein, ça peut être des auteurs qui pour vous ont marqué l'époque avec, des théories, des thèmes qu'ils ont abordés et mais qu'il maîtrise, hein, selon vous, tout simplement. Nous avons, du coup, pour alterner, un ouvrage de Maxime Rovère. Voilà, si vous me connaissez, vous savez à quel point j'ai adoré son ouvrage « Se vouloir du bien et se faire du mal ». Et là, on a « Que faire des cons ». Je trouve que c'est d'actualité. Non mais en fait, comme je vous disais tout à l'heure, moi je me sens souvent envahie par la bêtise des gens, et je pense aussi par ma propre bêtise, parce que on est toujours le con de quelqu'un, il faut se le rappeler. Et du coup, ce livre m'avait assez parlé pour éviter en fait que ces choses nous envahissent au point de devenir nous-mêmes bêtes. Encore une fois, nous ne sommes que des humains et parfois on réagit juste avec ce qu'on a sur le moment, avec des choses qui nous hurt. Mais comment faire, si on le peut, pour éviter de devenir con nous-mêmes face à la bêtise humaine? Je crois que j'ai dit trop de fois l'insulte. Votre vie est encombrée d'une ou plusieurs créatures malfaisantes? Vous désirez vous en défaire? Avec humour et sagesse, Maxime Rovère démonte
démontre la capacité de la philosophie à affronter le quotidien et l'ordinaire, embrassant la vulgarité pour l'empêcher de nous envahir. Loin des grincheux qui dénoncent leurs contemporains, il examine nos interactions malheureuses et indique plusieurs issues possibles à nos conflits en tout genre. Sans prétention ni complaisance, ce livre propose une nouvelle éthique afin de penser et soigner ce fléau de notre temps, maladie du collectif et poison de nos vies individuelles. À savoir, Maxime Rovère, c'est vraiment, selon moi, un professionnel de la notion d'interaction entre les individus. C'est vraiment quelque chose qui porte beaucoup de ses écrits, notamment donc dans Se vouloir du bien et se faire du mal. Il a beaucoup de pensées, en fait, de réflexions autour de la notion de conflit, de voir comment et pourquoi elle nous atteint autant, et de voir comment il nous est possible, je n'articule plus, de l'auto-réguler pour en faire sortir forcément quelque chose d'assez bénéfique, tout en laissant libre cours à nos émotions, parce que, une fois de plus, elles sont légitimes et humaines. Ensuite, nous avons George Orwell sur le nationalisme. Ai-je besoin de décrire ce GOAT, La ferme des animaux, 1984 ? Orwell, c'est vraiment un penseur visionnaire, engagé, lucide, qui voulait élever l'essai politique au rang d'une œuvre d'art. Je trouve que c'est hyper important, pareil, de lire ces sujets, ces livres-là, à une époque où le fascisme et le totalitarisme montent d'une manière assez exponentielle. Moi, j'ai vraiment grandi dans une génération où je croyais que ce n'était plus possible, parce qu'on avait tellement d'histoires sur le sujet, enfin l'histoire avec un grand H, que là, de voir que ça repart de plus belle, je suis un petit peu inquiète. Et quoi de mieux que de lire des auteurs d'il y a déjà plusieurs décennies en parler? Eh bien, tout simplement, ça sert à rouvrir les yeux sur le monde tel qu'il est et décider de se battre pour des causes qui soient justes. Enfin, nous avons dans cette catégorie qui n'est pas des moindres, le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, tout simplement parce que, en fait, c'est très drôle. Je cite très souvent cet essai philo de Camus, alors que je n'en ai lu que des extraits en première pour le bac. On est vraiment là sur la fameuse philosophie de l'absurde, la pensée donc de l'absurde par l'absurde de Camus, qui, je crois, écrit ça avant ses 30 ans, où il s'appuie tout simplement sur le mythe de Sisyphe. Donc vous savez, ce monsieur qui est condamné à porter un rocher toute sa vie, qui dégringole dès qu'il est tout en haut, en l'associant tout simplement avec notre société, la question du labeur, du travail, son implication dans nos vies, comment les choses gravitent autour. Et surtout, il décrit dans cet essai le mal de l'esprit dont souffre l'époque actuelle, l'absurde né de la confrontation de l'appel humain avec le silence déraisonnable du monde. Je vous avoue que moi, c'est une pensée qui me parle beaucoup, mais je ne lis plus trop de Camus depuis 1 an, 2 ans, donc ça va être un nouveau pas dans l'étrier. Et puis il s'agit quand même d'un classique qui, pareil, est très souvent mentionné dans les essais de philosophie, donc ça me semblait pas déconnant de me faire mon avis dessus. Enfin, il nous reste plus que 2 piles, à savoir d'un côté les romans. On a ici de la dystopia avec Hunger Games. En fait, moi j'ai lu dans le sens inverse, c'est que j'ai commencé par les derniers et du coup, là cette année j'ai envie de lire les premiers. Je les ai pris à ma maman parce qu'elle les a lus avant moi en 2010. En fait, je trouve que Hunger Games, c'est vraiment la saga de notre époque qui est hyper accessible et qui illustre extrêmement bien des sujets politico-sociaux, économiques. Bref, plein d'aspects en fait de notre société encore actuellement. Sous forme de dystopie, puisque on a donc ce parti riche, le Capitole, qui après une guerre avec les districts, où ils se sont soulevés contre lui, décide, en étant clément et bon joueur, de prendre une fois par an un enfant, une fille dans chaque district, de les mettre dans une arène où ils vont s'entretuer à mort, mais où, attention, le ou la vainqueur sera riche à vie et pas du tout manipulé pour toujours en tant que mentor dans les jeux, sans fin, sans répit. Et bien sûr à dealer toute leur vie avec tous les morts qu'il y a eu pendant les jeux, enfin voilà. On est vraiment sur ce côté-là, je trouve qu'il se traduit énormément dans notre société actuelle, de ces gros riches qu'on supporte en tant que oui, mais ils sont cléments, c'est eux qui font tourner la société, qui prennent soin de nous, qui savent où sont nos besoins et le cadre qu'il faut pour que tout soit stable et sécurisant, je sais pas pourquoi j'ai dit comme ça, sécurisant. Attendez, carrément, je vous rapproche. Tant d'arguments qui sont soulevés et toujours ramenés sur le devant de la scène pour expliquer à quel point des actes peuvent être ignobles et à quel point on peut choisir d'occulter les besoins de telle partie de la communauté au profit d'un autre, tout simplement parce qu'il aurait un plus grand mérite, à savoir ce qui est bon pour ce dernier. On en a eu des exemples très parlants aussi avec les écarts de richesse par rapport à ce qui se passe dans le monde et surtout aux écarts de priorité avec des grands événements, par exemple comme le Met Gala où on a en fait vraiment cette métaphore parfaite avec Hunger Games de cette partie, de cette élite de la population qui peut prendre le temps de se déguiser, de bien s'habiller, voilà, nommez-le comme vous le voulez, je dis pas ça pour porter atteinte aux fans de mode, etc. Pendant que de l'autre côté,
plein de personnes meurent dans des conditions horribles et faits qui sont totalement passés sous silence, pas autant mis sur le devant de la scène. Ce fossé entre ces deux exemples, je trouve que c'est vraiment la métaphore parfaite qu'arrive à faire de manière très juste Hunger Games. Et donc pour cette raison, voilà, je suis très heureuse d'en lire le début de la saga cette année. Là, faut que je finisse le point de vue de Emmett lors des moissons, pour les connaisseurs. Ensuite, dans la catégorie roman, nous allons avoir deux thrillers. À savoir, pour commencer, Verity de Colleen Hoover, que j'avais acheté il y a un peu plus de 2 ans. Je me suis réessayée à lire Colleen Hoover récemment, chose que je n'avais plus faite depuis assez longtemps. Et je vous avoue que je me reconnais plus du tout dans cette écriture-là. Vraiment, moi, ça me semble très dépassé. Voilà, j'ai de l'affect pour ce que j'ai pu lire plus jeune, mais je ne me reconnais absolument pas maintenant dans son écriture. Mais je sais que même parmi les fervents haters de Colleen Hoover, Verity est vraiment considéré comme un très chouette livre, parce que en fait, il y a plus, ça insiste plus sur le côté thriller que le côté amour, romance. Et donc l'histoire, la voici. On a Verity Crawford qui est une autrice star, voilà, ses livres fonctionnent à merveille, elle est mariée au plus parfait des maris, à savoir Jérémy, mais un jour, boum, patatrac, un accident l'empêche d'écrire. De l'autre côté, on a Lowen Ashlate, je ne sais pas comment on prononce les mots, c'est toujours aussi affreux, qui est une écrivaine qui a un succès mitigé dans ses livres et qui va se voir être contactée par Jérémy, donc le fameux Mary de Verity Crawford, qui va lui demander d'être la ghostwriter de Verity sur son livre. Sa série a succès. Ghostwriter, je rappelle, c'est quand vous écrivez à la place de quelqu'un sans forcément être crédité par elle. Et donc, Lowen va dire oui parce que Jérémy il est trop beau et parce que, quelle proposition en fait, écrire pour une autrice à succès alors que nous-mêmes on ne l'a jamais connu. Sauf que au fur et à mesure de l'écriture de ce livre, en se plongeant sur les papiers de Verity, elle va se rendre compte en fait qu'il s'agit plus ou moins de son autobiographie à elle, à savoir le portrait d'une femme épouvantable, prête au plus atroce des crimes pour ne pas perdre ce qu'elle a et prompte à toutes les perversités lorsqu'elle se sent menacée. Sauf que voilà, au fur et à mesure du récit, Lowen devient une véritable menace. C'est pour ça que je vous parle vraiment d'un côté plus thriller que romance d'une fille qui piquerait le mari de quelqu'un d'autre. J'ai très très hâte en vrai de le lire et je pense qu'il y a une partie de moi qui aime l'écriture de Colleen Hoover dans le sens où je trouve qu'elle est très simple, elle est vraiment hyper fluide à lire, mais juste qui ne l'aime plus sur le sujet de l'amour en fait en tant que tel. Ensuite, nous allons avoir un livre qui m'a été reconseillé par mon père, à savoir Cul-de-sac de Douglas Kennedy. Il m'a pas forcément vendu le résumé, et si je le lis, je pense que vous allez avoir le même effet que moi. Je n'avais rien contre l'Australie avant d'écraser un kangourou par une nuit sans lune et de rencontrer Angie sur une plage ensoleillée. Douce, chaude Angie, un vrai rêve pour le voyageur fatigué. C'est quand j'ai su que je l'avais épousée que les choses se sont gâtées. Vraiment gâtées, jusqu'au cauchemar. Ce livre, il date des années 90, si je ne dis pas de bêtises, et lui, c'est un journaliste dramaturge. C'est son premier roman, et vraiment, mon père m'a dit, quand j'ai commencé à le lire, je n'ai plus pu le poser. Donc, je vous avoue que cet argument à lui seul m'a convaincue. Et enfin, sur les 2 derniers romans de cette partie-là, de cette avant-dernière partie, nous allons avoir La promesse de l'aube de Romain Gary, donc écrivain extrêmement connu du XXe siècle. C'est un roman autobiographique sur cet homme qui a eu quand même 1000 vies grâce à cause, on ne sait pas trop, de la surimplication d'une maman extrêmement aimante, parfois peut-être même trop étouffante. Et voilà, tout simplement de ce récit de vie de ce garçon qui a essayé tout simplement d'atteindre les attentes de sa maman, mais qui malheureusement ne pourra jamais les voir puisque décède avant. On a quand même une vie assez intense et tragique de Romain Gary. C'est quelqu'un qui a fait la guerre, comme je vous l'ai dit, qui a vraiment 1000 vies à lui, qui finit sa vie sur un suicide très tristement. Et c'est un de ses livres les plus connus, donc j'ai très très hâte de me faire mon avis sur celui-ci. Et pour finir cette sélection de romans, nous avons Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Ça doit forcément vous dire quelque chose parce qu'il est très connu. On y suit l'histoire de Violette Toussaint, garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe de fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais quels événements ont mené Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse s'entremêlent ? Eh bien, Il faut changer l'eau des fleurs. C'est une petite brique quand même, l'air de rien, puisqu'elle fait quasiment... le livre fait quasiment 700 pages, mais c'est vraiment, j'en ai tellement entendu parler, de 1 de Valérie Perrin, de 2 de Changer l'eau des fleurs, que pareil, je suis très curieuse de me faire mon avis dessus. Je pense que ça va être un peu une sorte de slice of life, où vont se mêler les histoires des gens qui viennent, se mêler son histoire bien sûr, voilà, cette famille, cette équipe aux allures un petit peu morbides, il faut le dire.
Ensuite, avant de vous faire la dernière partie de la palle, j'avais oublié, mais j'ai quand même, comme je vous l'avais dit, un essai historique. Il s'agit de Ici on noya les Algériens de Fabrice Rispouti. Je suis navrée Fabrice de mal prononcer votre nom. Il s'agit ici de relater les événements qui se sont passés, donc Paris 17 octobre 1961. À 5 mois de la fin de la guerre d'Algérie, des dizaines de milliers d'Algériens manifestent pacifiquement contre le couvre-feu qui leur est imposé par le préfet de police Maurice Papon. La répression est d'une violence inouïe. 11 000 personnes sont raflées, brutalisées et détenues dans des camps improvisés. Plus d'une centaine sont noyés par balles dans la Seine. Pourtant, le lendemain, les rapports officiels ne font état que de 2 morts. Face à ce mensonge d'État, un simple citoyen, Jean-Luc Einaudi, se fait chercheur. Pendant 30 ans, il surmonte les obstacles, omerta, archives verrouillées, procès, pour faire connaître et reconnaître le crime d'État. C'est voilà, ça donne un peu les larmes aux yeux, hein, honnêtement, rien qu'à lire le résumé. On est quand même en 1961 et on se dit, après les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, on a des atrocités qui se poursuivent. Bon, Maurice Papon ayant quand même été condamné pour crime contre l'humanité puisqu'il a quand même collaboré avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre. Mais il y a des parties voilà, de l'histoire française qui sont quand même très très passées sous silence, très lissées, etc. Comme d'habitude, j'ai tout simplement envie de comprendre, j'ai envie de m'enrichir et de pas entendre ce qu'on veut bien nous dire parce que parfois c'est quand même très centré sur certaines choses et pas assez sur d'autres. Ça avait vraiment l'air d'être extrêmement bien écrit, passionnant bien sûr. Donc pareil, je vous en ferai peut-être une vidéo dédiée à la fin de cette lecture parce que je pense que ça peut être très très pertinent. Et n'hésitez pas aussi à me faire vos recommandations, que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres livres historiques parce que j'en ai très très peu dans ma sélection, mais ça m'intéresse grandement. Et enfin, dans cette palle, nous allons avoir une section livres féministes. Alors, il y en a certains plus que d'autres, vous allez le comprendre. Par exemple, Le langage de l'amour de Julie Neveu. C'est pas vraiment en fait un ouvrage féministe, mais je l'ai mis dedans parce que ça m'intéresse beaucoup. De déconstruire, vous voyez, tout ce langage qu'on a autour de l'amour, comme le coup de foudre, tomber amoureux, des choses comme ça, où on a cette linguiste experte de l'expression de nos émotions qui va nous aider à décrypter le message de l'amour, le langage, vraiment le titre, dans cet essai plein d'esprit. Et vraiment, en fait, un peu déconstruire en commençant par identifier l'amour fantasme, l'amour fusion, l'amour possession, l'amour figé qu'on nous survend dans la pop culture, en fait, qu'il s'agisse de romances dans les livres, de romances dans les films. Moi, un système dans lequel je me reconnais plus vraiment, en fait, pour être sincère avec vous. Elle va vraiment reprendre les mots d'amour les plus communs comme les plus célèbres pour nous permettre de comprendre les véritables enjeux de nos dialogues amoureux. Je trouve que c'est vraiment, encore une fois, dans la continuité de ce que je vous disais, de plus s'écouter avec bienveillance, quelque chose qui va beaucoup m'intéresser, surtout que j'avais vu un extrait vidéo en fait d'elle où elle parlait de son ouvrage, ce qui m'avait donné envie de l'acheter. Donc dans voilà, la déconstruction du mythe amoureux et de tout ce qu'on met derrière, je suis très très heureuse et j'ai très très hâte de le lire. Nous avons pour suivre, je sais pas si ça se dit mais je le dis quand même, un livre de Annie Ernaux, à savoir La femme gelée. Je crois que c'est vraiment un de ses ouvrages les plus connus, où tout simplement on suit la vie de cette femme qui a 30 ans, qui est professeure, qui est mariée, qui est mère de 2 enfants, qui habite un appartement agréable et qui pourtant est une femme gelée. C'est-à-dire que, comme des milliers de femmes, elle a senti l'élan, la curiosité, toute une force heureuse présente en elle se figer au fil des jours entre les courses, le dîner à préparer, le bain des enfants, son travail d'enseignante. Tout ce que l'on dit être la condition normale d'une femme. Pareil, dans tout ce que j'ai lu cette année, vous doutez bien qu'il s'agit d'un sujet qui m'intéresse grandement. Il s'agit aussi d'un roman d'une femme qui est quand même très connue et pareil, très classique dans la littérature française. J'avais lu un ouvrage, il me semble, de Annie Ernaux, je vous le mettrai et je le retrouverai ici. Pareil, aux côtés de Françoise Sagan, elle est vraiment reconnue pour sa plume assez féministe à l'époque, etc. Et qui avait pas sa langue dans sa poche. Donc, très très hâte de découvrir ce roman d'Annie Ernaux. Ensuite, nous allons avoir, et là, merci YouTube de ne pas me censurado, de Virginie Despentes. Est-ce que j'ai le droit de dire le S ici ? Baise-moi. Tout est dans le titre, hein, où elle raconte une histoire en fait d'une amitié passionnelle, 2 filles sans repère dont les chemins se croisent par hasard et qui vont découvrir qu'elles n'ont plus rien à perdre. C'est vraiment une critique, sans être une critique en fait du bon sens, du bon goût, etc. pour dire crûment ce qu'elle pense. Des critiques que j'ai pu avoir de ce livre, qui est quand même l'un des plus connus de Madame Despentes. Despentes. Non, je rigole.
ce qui est apprécié et à la fois déprécié, ça dépend du regard qu'on va avoir dessus, c'est qu'elle ne donne pas de morale à proprement parler. C'est juste cru, avec un personnage féminin qui peut l'être, avec des personnages féminins qui pour une fois peuvent l'être, sans avoir à se justifier. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais pareil, je me suis dit, je l'ai toujours vu dans mon fil d'actualité, j'ai toujours vu ses livres passer, j'ai des amis qui l'ont lu et qui l'adorent, j'ai envie de me faire ma propre idée sur Madame Despentes d'Espentes. Ensuite, là, on a 3 véritables ouvrages féministes en ce sens, puisqu'il s'agit tout simplement d'essais, à savoir de Azélie Fayol, Subvertir le male gaze, littérature pour les deux moitiés du monde. Et vraiment, je crois que je l'avais vu pas mal dans les lectures que vous avez fait en fait sur Goodreads, parce qu'il y a pas mal de gens qui me suivent et je l'ai vu pas mal remonter. À savoir, le résumé est le suivant. Le male gaze façonne nos imaginaires, sexualise les corps, euphémise la violence et compartimente les savoirs. Partout dans notre littérature, des classiques incontournables aux poètes maudits, de l'Antiquité gréco-romaine aux essais contemporains, on retrouve cette banalité du mal qui naturalise et esthétise la domination masculine. L'hégémonie du male gaze se fissure littéralement et dans tous les sens par les female gaze, feminist gaze, lesbian gaze, animal gaze, child gaze. Autant de manières de subvertir le virilisme, de bordéliser, de queeriser pour ouvrir une pluralité de mondes possibles et de récits d'émancipation. Je pense que c'est clair, hein. Cette année, j'ai commencé à vraiment m'intéresser, à me dire en fait pour qui tu fais les choses et de quelle manière. Je pense pas qu'il y ait forcément tout à analyser, mais à la fois je pense qu'il y a absolument tout à analyser, de savoir d'où ça vient, pourquoi on a ces réflexes-là, etc. Et je pense qu'il y aura plein de réponses très très intéressantes dans cet ouvrage que j'ai du coup très hâte de découvrir. Nous avons par la suite Désiré à tout prix de Talma Desta. La course à la sexualité est-elle vraiment émancipatrice ? On est sur un journaliste indépendant qui écrit régulièrement sur le féminisme, les luttes LGBTI et la judéité. Et pareil, c'est un livre que j'ai vraiment pas mal vu circuler là ces derniers temps. Et le résumé m'a vraiment donné envie, à savoir de la révolution sexuelle amorcée en mai 68 au mouvement sexe positif actuel, on nous promet la possibilité pour tous de jouir et de désirer sans entrave. Sauf qu'en investissant le sujet, le capitalisme et le patriarcat ont profondément transformé cette possibilité. Le sexe est devenu un marché et la non-sexualité une pathologie à guérir. En cherchant à optimiser le fonctionnement des corps et du désir, sommes-nous entrés dans l'ère de l'aliénation sexuelle ? Face à cette pression constante, désinvestir le désir sexuel constituerait peut-être une porte de sortie émancipatrice. Dans cet essai court et incisif, Talma Desta montre comment la sexualité est devenue obligatoire dans notre société et nous invite à nous libérer de cet impératif en célébrant d'autres formes d'amour qui n'ont pas besoin de sexualité pour exister. Moi, c'est pareil, une prérogative qui m'intéresse énormément, que j'ai vu beaucoup être déconstruite dans le livre post-romantique d'Aline Laurent-Maillard, dont je vous ai parlé 1000 fois, vraiment. Je crois qu'il n'y a pas une vidéo où je prononce pas ce mot-là. De dire pourquoi l'amour amoureux serait au-dessus de tout, et qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre l'amour amoureux, de l'amour qu'on peut éprouver pour des amis très proches, pour la famille, etc. Très souvent, c'est la question de la sexualité qui est mise au centre, la question de désir, de dire tu ne désires pas tes amis comme tu désires tes partenaires amoureux, et te dire oui, mais est-ce que c'est vraiment un impératif ? Est-ce que on en a vraiment autant envie que ça ? Comment il peut s'exercer et ne pas s'exercer ? J'ai vraiment hâte de découvrir cet ouvrage qui en plus est assez fin honnêtement et de vous en faire mon retour. Enfin, le dernier ouvrage de toute cette sélection que j'ai failli ne pas avoir d'ailleurs, vraiment. Il a fallu 4 personnes pour le trouver et il a été trouvé, donc gloire à ce livre. Il s'agit du livre Les Vigilantes de Léane Alestra, une autrice que j'ai adoré découvrir il y a 2 ans désormais avec Les hommes hétéros le sont-ils vraiment, que j'ai dévoré et que j'ai fait lire à beaucoup de mes amis hommes. Non, c'est faux, un seul. Romain, je t'aime. Et en fait, Les Vigilantes, c'est un essai extrêmement bien documenté, enfin vraiment Léane Alestra c'est une monstre de génie, de source en ce sens, qui vient s'interroger en fait sur la place des femmes d'extrême droite dans notre société, en passant donc de Giorgia Meloni à Marine Le Pen jusqu'aux influenceuses tradwife. Pourquoi en fait des femmes choisissent-elles de soutenir des politiques qui vont à l'encontre de leurs intérêts ? Et surtout comment investissent-elles ces mouvements et que dévoilent-elles de notre organisation sociale ? Léane Alestra va vraiment interroger les liens entre capitalisme, racisme et hétérosexualité normative, révélant que les femmes ne se consentent pas d'adoucir ou de moderniser l'image de l'extrême droite qu'elles desservent, elles en sont la clé de voûte. Et Léane Alestra va vraiment nous interroger sur comment renoncer à la vigilance qui nous enferme dans une logique sécuritaire, chose que ces femmes mettent énormément en avant, pour lui substituer une véritable attention
aux autres, seul capable de désamorcer les pièges du fascisme. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que on en a eu l'exemple dans notre génération de manière plus abordable avec des femmes telles que Thaïs Descuffon, de se dire, pour des femmes qui défendent énormément l'idée masculiniste comme quoi on aurait une valeur moindre, qu'on aurait une valeur à juste être des bonnes femmes de maison et à ne rien faire d'autre et à ne devoir pas prétendre à quelconque autre droit, bah, je trouve ça assez rigolo puisqu'elles jouissent en permanence de ces droits, de la mise à la lumière et surtout de ne pas avoir à subir les injonctions qu'elles donnent aux autres femmes, à savoir rester dans ta maison, à enfanter, à être mariée et à ne faire rien d'autre. Ces femmes qui prônent la non-liberté justement d'avoir le choix de décider d'être femme au foyer ou de décider de ne pas l'être, elles, au contraire, vont en fait exercer une idéologie complètement surféministe, mais pour promouvoir des idées qui y vont à l'encontre. Il paraît qu'il est assez costaud, j'avais écouté en ce sens la conférence justement qu'elle avait donnée avec Margarito, qui est disponible sur YouTube, vraiment beaucoup plus costaud donc que son précédent livre, mais je suis très curieuse, j'ai envie de comprendre et je trouve qu'elle source tellement bien ses écrits et elle arrive tellement à avoir une justesse dans ses propos, que c'est pas vindicatif, vous voyez, comme propos, justement. Bon, je pense que ça fait quand même une belle palle de début d'année à lire et à découvrir. N'hésitez pas de votre côté à me dire les lectures que vous avez prévues pour cette année, les lectures qui vous intriguent, les retours voilà, que vous avez sur celles que je vous ai présentées, vraiment. Lâchez-vous en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter à ce stade-là de la vidéo, vous le savez, des petits livres, voilà, des emojis. Ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité sur ma vidéo. Visibilité, oui. Et surtout de créer un joli échange avec beaucoup d'entre vous pour mon plus grand plaisir. J'ai beaucoup blablaté, mais j'avais pas juste envie de vous lire des résumés, j'avais vraiment un peu envie de vous dire pourquoi j'avais envie de lire ces livres, voilà ce qui avait un peu motivé ces achats et cette mise dans ma palle 2026. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous, je suis hyper contente de vous retrouver pour cette année et je vous retrouve surtout la semaine prochaine pour qui sait un super vlog où il va se passer vraiment de belles choses. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Et merci aux personnes qui font des dons sur Ko-fi et tout, vous êtes mes amours.